Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde intitulée « L'école face à la montée des populismes ». J'ai la grande joie de vous accueillir au nom de la section Beaux-Arts, Musique et Lettres, mais nous verrons qu'il y a beaucoup de collaborations et que l'ING, bien qu'étant l'endroit qui nous accueille si chaleureusement, n'est pas la seule institution qui a été impliquée dans cette manifestation où nous allons parler essentiellement non pas de populisme mais d'école. Il faut toutefois commencer par définir le populisme et admettre avec vous que le terme même de populisme était un tout petit peu provocateur. Il fallait avoir des gens, même si on avait avec nous des personnalités extrêmement reluisantes, mais ce terme de populisme n'est peut-être pas aussi provocateur que prévu si l'on admet que le populisme n'est pas forcément une opinion politique, une idée politique, mais que c'est surtout un mode d'expression politique, un mode d'expression qui se signale par deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, et comme son nom l'indique très très bien, le populisme argumente, forme tout son discours autour de la notion de peuple. En démocratie, ce n'est pas spécialement original. Deuxième élément qui est peut-être plus important à retenir, c'est que le populisme tend à s'adresser moins à la réflexion qu'aux émotions. Alors, défini comme cela, on voit bien que le populisme est extrêmement vaste et on imagine parfaitement aussi qu'il a une histoire très très longue. Pour ne revenir qu'au XIXe siècle, on voit que les émotions qui sont convoquées sont essentiellement des émotions qui tournent autour de la notion de frustration, alors même qu'au XXe siècle, ça va progressivement changer pour être plutôt des émotions qui tournent autour de la peur. De même, la notion de peuple, qui est très rarement définie, mais s'oppose classiquement à la notion d'élite, cette opposition elle-même va évoluer au cours du temps. Et on a tout d'abord, au XIXe siècle, une conception du peuple comme étant empêché par les élites d'obtenir les droits qui lui reviennent. Au XXe siècle, le peuple a plutôt, toujours dans une argumentation de type populiste, le peuple se sentira plutôt mis en danger, de manière intentionnelle ou non, par ces mêmes élites. Replacer le populisme dans une perspective historique permet également de voir qu'il y a des évolutions extrêmement récentes. Et j'aimerais en signaler deux qui font en quelque sorte écho aux caractéristiques du populisme. La première, et je pense que vous en serez bien d'accord avec moi, c'est le développement tout à fait fantastique des moyens de communication. Tout le monde a entendu parler d'Internet, tout le monde a entendu parler des réseaux sociaux. Ce dont on a parfois un tout petit peu moins conscience, c'est que cette explosion de moyens de communication ne renforce pas forcément les moyens d'avoir une bonne information. C'est comme si la plupart des utilisateurs de ces réseaux sociaux ou d'Internet se retrouvaient dans une bulle en compagnie de gens qui partagent les mêmes avis qu'eux. Il est donc assez difficile parfois de confronter les informations, de les distinguer des émotions, de distinguer des réalités attestées de réalités alternatives, voire de fake news. Parallèlement, autre évolution me semble-t-il relativement récente, c'est une demande accrue en outils démocratiques, demande qui se manifeste en Suisse par exemple par la multiplication des scrutins qui sont issus d'initiatives constitutionnelles, ou alors en France, des demandes telles que celle de l'obtention du RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Ces deux évolutions mises ensemble sont évidemment assez inquiétante lorsque l'on se préoccupe du sort de la démocratie et du sort de nos sociétés en général. Comme tout sujet qui inquiète la société en général, il peut inquiéter l'école. La première question qui se pose est naturellement, est-ce que l'école a son mot à dire dans ce développement des populismes? Autre question, sinon, quelle est l'institution, quelles sont les institutions étatiques qui devraient ou qui pourraient se charger de cela? Et si oui, si c'est à l'école de
traiter ce type de problème, mais avec quels moyens? Et ensuite, y a-t-il des nuances, des changements en fonction de l'âge des jeunes auxquels on s'adresse, ou en fonction du lieu où ils seront amenés à exercer leurs droits démocratiques, que ce soit une démocratie représentative comme la France ou une démocratie directe comme la Suisse. Donc il y a là tout un ensemble de questions qu'il valait vraiment la peine de se poser, et pour pouvoir essayer d'y répondre, donner des embryons de réponses, voire des réponses complètes, eh bien il me semble que nous avons réuni ici la Dream Team. J'ai en effet à côté de moi ce qu'il faut pour interroger la question, poser la question non pas du populisme en tant que tel, mais de la réponse que l'école peut apporter au populisme. Et j'ai tout de suite à ma droite Najat Vallaud-Belkacem, qui a été ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'août 2014 à mai 2017 en France, et qui donc connaît extrêmement bien la question. Nous avons également son homologue, un peu plus à ma droite, homologue genevoise, Anne Emery-Torasanta, qui elle est conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Elles s'exprimeront chacune durant une quinzaine, vingtaine de minutes, et ensuite nous leur donnerons la possibilité de dialoguer l'une avec l'autre, mais ce dialogue sera modéré par Olivier Christin. Olivier Christin qui est à l'origine de cette belle initiative. Olivier Christin est professeur d'histoire à l'université de Neuchâtel, mais en l'occurrence, et c'est ce qui importe le plus, il est surtout le directeur du Centre européen d'études républicaines, un centre qui a lancé toute une série de conférences qui visent précisément à interroger des sujets d'actualité en faisant dialoguer ce qu'il a appelé des savants et des politiques. Mais je lui laisse la parole pour parler de cette série tout à fait intéressante. Je vais être très très bref parce que je ne pense pas que vous soyez venu pour m'écouter, mais pour écouter la Dream Team. Donc je remercie l'Institut national Genevois de nous accueillir dans les locaux superbes et de nous avoir aidés à organiser cette rencontre. Je remercie surtout les deux ministres qui ont accepté de se prêter à ce jeu un peu particulier. Je voulais juste indiquer que cette conférence, ce soir, ce débat, prend place dans un cycle qui s'appelle en effet « Les savants et les politiques », qui était un hommage à la double conférence de Max Weber, Wissenschaft als Beruf et Politik als Beruf, en prenant peut-être comme point de départ pour ce cycle l'idée que ces deux vocations, ces deux professions, dans les dernières années ou dans les dernières décennies, et au moins pour le cas français, peut-être pour la Suisse on va le nuancer, se sont éloignées l'une de l'autre et ont fini par camper sur des positions soit d'indifférence bienveillante, soit de méfiance relative. Et c'est un peu l'un des ressorts, nous a-t-il semblé, de la crise de la démocratie ou de la crise des institutions démocratiques ou de la crise de la confiance dans les institutions démocratiques, que cette défiance réciproque entre savants et politiques et cette difficulté à construire les outils communs d'une réflexion sur l'avenir démocratique de nos sociétés européennes. Donc c'était le choix de ce format. Et le format, c'est de laisser la parole aux intervenants. Donc je vais m'arrêter assez vite là. Juste pour dire que nous avons pris comme patron pour cette séance, comme sujet, l'école et la démocratie, l'école enjeu démocratique des sociétés européennes, l'école et les populismes que Irène Herman a défini avec talent. Nous avons pris une citation de Durkheim parce qu'il nous paraît assez emblématique au fond de la place des savants dans la réflexion sur l'école à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Une petite citation de Durkheim disant que l'école ne doit pas façonner forcément des spécialistes, mais une raison complète. Et est-ce que ce programme a aujourd'hui encore du sens précisément au moment où la déraison semble envahir une partie de nos sociétés? Est-ce que l'école est encore ce lieu de fabrication de la raison complète? Et c'était l'occasion de rendre aussi hommage à Durkheim, à cette école sociologique et à la circulation des idées entre la France et la Suisse au sujet de la pédagogie. Voilà, merci beaucoup. Donc peut-être commencer d'emblée le débat. Je modérerai très peu parce que le but est de vous laisser dialoguer.
Bon, ben, on improvise, donc c'est moi qui, qui commence. Bonsoir à toutes et à tous, et vraiment mille merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir cette conversation avec Anne ce soir, et très heureuse de m'inscrire en plus dans ce cycle Le savant et le politique. Vous le savez peut-être, mais maintenant que j'ai... disons provisoirement refermer les portes de la politique. J'ai néanmoins décidé d'essayer, à ma modeste mesure, d'apporter une contribution à la qualité, on va dire, du débat public dont j'ai eu trop souvent à me plaindre. Donc ma modeste contribution a été précisément de créer une collection dans une maison d'édition qui s'appelle Fayard en France, une collection dédiée à faire s'exprimer des chercheurs, donc le savant, sur des sujets politiques qui font souvent l'objet de débats publics malheureusement mal informés et qui, en réalité, sont du coup malmenés ou orphelins du débat public, et sur lesquels il m'a semblé que c'était particulièrement urgent d'entendre des chercheurs, dont c'est le métier au quotidien de travailler sur ces sujets, pour venir éclairer la société et qu'elle puisse se faire une opinion de plus haute volée. Voilà. Donc cette collection s'appelle Raison de plus, et j'en profite pour faire la pub, puisque le tout dernier livre vient de sortir aujourd'hui même, et qu'il est consacré aux questions de finance, un sujet par excellence sur lequel voilà, on vous demande souvent votre avis, mais on vous explique rarement comment ça fonctionne, en tout cas en France. Bref, je reviens à notre sujet. Donc, ravie d'être parmi vous. Et merci beaucoup, Irène, d'avoir commencé avec cette introduction sur le populisme. Je vous avoue que j'ai pris des notes parce que je trouvais que c'était particulièrement bien amené. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai rarement entendu cette explication que vous avez faite, notamment cette comparaison entre la façon dont les émotions pouvaient prendre le pas sur la raison au XIXe siècle sous la forme de la frustration, et dont elles prennent le pas sur la raison au XXe siècle sous la forme de la peur. C'est évidemment ce que je constate, et je le constate de plus en plus. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il advient à nos démocraties un petit peu partout dans le monde, j'ai envie de commencer par dire que de la même façon que Paul Valéry, au lendemain de la Première Guerre mondiale, se disait vous vous souvenez, nous autres civilisations, nous avons compris que nous étions mortels. Je crois qu'aujourd'hui, nous autres démocraties, nous avons compris que nous étions mortels, clairement. Mortels à l'aune des nationalismes, mortels à l'aune du populisme, ça a été dit avant moi. Mortel aussi parce que, évidemment, ça touchera de très près le sujet de l'école qu'on va aborder dans un instant, à l'aune de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans plusieurs pays d'Europe, à savoir les attentats terroristes, tout de même, qui ont failli remettre en cause bien des cohésions nationales, bien des cohésions démocratiques. Et donc, oui, clairement, le péril est là. Et quand il y a péril en la demeure, eh bien, on a envie à la fois de solidifier, j'allais dire, le tissu social tel qu'il est, et puis surtout de préparer nos enfants à être à la fois plus forts et à être meilleurs, parce que, comme je le dis souvent, c'est une de mes expressions favorites, la question qu'on doit se poser quand on est un responsable politique, c'est pas seulement quel monde laissons-nous à nos enfants, c'est aussi quels enfants laissons-nous à notre monde. Et donc, oui, évidemment que face à ces périls démocratiques, ce qui se passe à l'école est éminemment important, et un ministre de l'Éducation doit s'en soucier. J'en étais convaincue spontanément, je l'ai été plus encore lorsque, à peine ministre de l'Éducation depuis quelques mois, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis arrivée en fonction au mois d'août 2014, quelques mois plus tard, janvier 2015, attentat de Paris, Charlie Hebdo, et peut-être que vous avez suivi cela d'ici. À ce moment-là, le pays est à la fois atterré et en même temps on entend quelques voix dissonantes qui remettent en question la véracité, par exemple, des faits, qui commencent à propager des thèses conspirationnistes, complotistes. Vous vous souvenez peut-être notamment de cette image et de cette thèse qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui prétendait que les auteurs de ces attentats ne pouvaient pas être les frères Kouachi parce que pourquoi, comme par hasard, ils auraient laissé traîner leur passeport ou leur carte d'identité dans la voiture. Et puis d'ailleurs, cette voiture, on voit qu'elle est grise, or le rétroviseur qui est pris en photo pour je ne sais pas quoi est noir et pas gris. Enfin voilà. Donc ça ressemblait à ça. Et malheureusement, ce type de thèse complotiste a eu un vrai succès dans un certain nombre de classes, parmi les plus jeunes.
Et nos enseignants se sont retrouvés bien démunis pour pouvoir gérer ça tout seuls. D'abord, eux étaient complètement sous le choc, évidemment, des attentats. Et en plus, ils avaient à gérer ce type de réaction, de questionnement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment revoir tout notre dispositif, finalement, de mobilisation de l'esprit critique des enfants et des élèves. Alors, d'une certaine façon, sans même attendre les attentats, on avait anticipé les choses, puisque en France, en 2013, est adoptée une loi, c'était sous l'égide de mon prédécesseur, mais nous étions de la même couleur politique, donc Vincent Peillon, ministre de l'Éducation à l'époque, une loi qui s'appelle la loi de refondation de l'école, dans laquelle on va introduire l'idée que la formation du citoyen est clairement une des missions de l'école, et à cet égard est prévu un nouvel enseignement qui s'appelle l'enseignement moral et civique, et qui doit voir le jour à la rentrée 2015. Et donc j'en reviens à la période où je suis moi en responsabilité, où je poursuis évidemment cette politique extrêmement positive, et donc ces attentats finalement ne rendent que plus urgent et indispensable la création de cet enseignement moral et civique qui va être finalement un moment qui ne ressemblera pas vraiment à l'ancienne éducation civique que peut-être vous avez connue ou que d'autres générations parmi nous ont pu connaître dans le passé, c'est-à-dire pas un cours magistral dans lequel on vous apprend un peu par cœur les institutions, les droits, les devoirs, etc. Il y a une part de cela dans cet enseignement moral et civique, mais il y a surtout une part essentielle de confrontation des opinions des élèves, d'apprentissage de l'altérité, on peut ne pas être d'accord et ne pas en venir aux mains pour autant, d'affinement de la capacité rhétorique, je défends mes arguments, je trouve les mots pour le faire, et puis aussi de capacité finalement, notamment avec des jeux de rôle, à se mettre à la place les uns des autres, etc. etc. Donc c'est un enseignement tout nouveau qui a vu le jour et qui est destiné à aiguiser davantage encore l'esprit critique des élèves et ce faisant à alimenter leur citoyenneté. Je ne vais pas être trop longue parce que j'imagine qu'on n'a pas non plus un temps infini, mais je continuerai simplement en disant que l'une des choses qu'il a fallu évidemment aussi gérer, vous l'avez évoqué Irène, c'est tous ces nouveaux outils qui permettent et qui grossissent l'impact de ce type de populisme ou de conspirationnisme, etc. Et ces nouveaux outils, c'est évidemment Internet, c'est le numérique, c'est les réseaux sociaux, et c'est la raison pour laquelle, là encore, moi j'ai fait partie des ministres qui ont considéré qu'il fallait que l'école s'en saisisse à plein. Je vous dis ça comme ça parce que, bien entendu, ça a fait beaucoup de débats. Vous me direz quel est l'état du débat ici en Suisse, ça m'intéressera, mais chez nous, c'est toujours extrêmement passionnel, clivant, idéologisé, donc c'est parfois un peu compliqué, même sur des sujets qui devraient a priori nous rassembler. Et donc on avait beaucoup, parmi les détracteurs de la politique que je pouvais conduire, de gens qui vous expliquaient par exemple que Internet, le numérique, tout ça n'avait rien à faire à l'école, que l'école devait rester en mode avion parce que l'école devait être un sanctuaire des simples disciplines classiques qu'on y a toujours enseignées et qu'il n'y a absolument pas de raison de remettre ça en question, sauf à les affaiblir. C'était en gros non au numérique, oui aux fondamentaux. Ce qui est une grave erreur d'après moi, parce qu'aujourd'hui je considère que le numérique, qu'on le veuille ou pas, est devenu un des fondamentaux et peut même être mis au service de l'apprentissage plus efficace des fondamentaux dont on parle, la langue, les mathématiques, l'histoire, etc. Mais surtout, au-delà d'apprendre le numérique pour mieux l'utiliser et pour ne pas être demain au service de la machine, mais pour la maîtriser soi-même, ce qui me paraissait très important avec cette histoire d'éducation au numérique, c'est qu'on en profitait pour apprendre aux élèves à être des citoyens sur le numérique, autant qu'on leur apprend à l'être dans la rue, dans une salle de classe ou n'importe où d'ailleurs. Donc être citoyen numérique, je crois que c'est quelque chose qu'il serait quasi criminel de ne pas apprendre à nos élèves, parce que ça veut dire aussi que ce faisant,
On leur apprend à protéger leur vie privée, leurs données, à ne pas se faire cyberharceler ou à ne pas considérer que c'est normal, etc., etc. Donc ça emmène bien des sujets que cette histoire d'éducation au numérique. Voilà 2 exemples, l'enseignement moral et civique, l'éducation au numérique, qui du coup a fait son entrée lorsque on a révisé les programmes scolaires dans les programmes scolaires. 2 exemples de la façon dont l'école peut se saisir de ces sujets. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, je pourrais parfaitement rebondir sur ce qui est dit. Je vais peut-être faire quelques commentaires. J'avais envie, en préambule quand même, de répondre à une des questions qui était dans le petit flyer que vous avez reçu, qui était une question: l'école peut-elle encore former les citoyens de demain alors qu'elle n'est plus un sanctuaire préservé des soubresauts du monde? Et je voulais juste en préambule dire que l'école n'a jamais été un sanctuaire. L'école est toujours tiraillée entre répondre aux besoins de la société et puis préserver un certain nombre de valeurs. Mais l'école a toujours été le reflet de la société dans laquelle elle est. Et ici, on est dans la cité de Calvin. Dieu sait si la réforme protestante a permis le développement de l'enseignement, mais ce n'était pas innocent. C'était pas innocent. C'était pas apprendre à avoir des citoyens critiques, ce n'était pas du tout le but de Calvin ou des réformateurs, c'était envoyer des missionnaires, entre guillemets, de la foi protestante, et qui pourraient, la foi réformée, et qui pouvaient, à l'extérieur, aller prêcher, si j'ose dire, la bonne parole. Un exemple plus récent, à Genève, peut-être que la France a été moins touchée, on est fortement touché par les manifestations de jeunes en faveur du climat. Et l'école, je ne veux pas dire qu'elle est prise en otage, c'est pas ça, mais on voit des jeunes qui font la grève des cours, alors qu'à aucun moment ils ne remettent en question le système scolaire, mais ils remettent en question les politiques et la réponse que les politiques font, ou plutôt ne font pas, par rapport aux enjeux climatiques. Donc, je dirais, l'école n'a jamais été un sanctuaire, malheureusement peut-être, mais il faut en prendre acte. Deuxième remarque, j'ai été très sensible à ce qu'a dit Najat sur la question de la loi, puisqu'on a une loi sur l'instruction publique à Genève qui a été revue en 2015, mais dont l'article dont je vais vous parler est bien plus ancien, qui dit ceci, c'est les finalités de l'école publique. L'école publique a pour but, dans le respect de la personnalité de chacun, de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement. Et puis un autre aspect de cet article, elle a également pour but de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure en éveillant en lui le respect d'autrui, la tolérance à la différence, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable. Donc c'est un objectif très ambitieux. Ça veut dire qu'on attend beaucoup de l'école, mais il ne faut pas non plus se leurrer, l'école ne pourra pas tout faire. Voilà, ces quelques préambules étant faits, j'ai essayé, pour répondre à la question qu'est-ce que l'école peut faire pour lutter contre les populismes, de me dire au fond quels étaient les facteurs qui pouvaient favoriser les populismes. Alors, un des facteurs a été mentionné, c'est la question du numérique, des fake news, etc. Je ne vais pas y revenir dans la description. Mais à mon avis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et si je les mentionne, vous le verrez, c'est pour expliquer quelle est la politique que j'essaye de mener pour lutter là contre. La première chose, pour moi, très clairement, c'est l'augmentation des inégalités et de la précarité. Je pense que les populismes se développent aussi sur un terreau qui est un terreau de personnes qui se sentent exclues. Dans le populisme, il y a le « eux » et « nous » et l'idée que les élites confisquent un certain nombre de choses qui devraient être en main du peuple. Et je pense que ceux qui sont largués, qui sont les oubliés de la prospérité de nos États, sont aussi des personnes qui ont toutes les raisons peut-être de faire confiance à des solutions simplistes. Je ne vais pas vous balancer des chiffres, mais on en a plein. Enfin, vous connaissez la situation à Genève comme ailleurs et l'augmentation aussi de la précarité. Deuxième chose, ce qui explique aussi pour moi ce manque de confiance dans les élites, entre guillemets, politiques, c'est qu'on croit toujours, vu de l'extérieur, que les politiques ont du pouvoir. Alors peut-être en France, Madame la ministre nous dira si c'est que ça. Moi, je vous dirais que j'en ai quasi aucun. Il y a tellement de contre-pouvoirs. D'abord, je suis minoritaire dans un gouvernement. Ensuite, mon parti est minoritaire au Parlement. Donc, je ne fais pas ce que je veux. Et en fait, cette dilution des responsabilités, cette dilution du pouvoir, le fait aussi que le pouvoir, il est de moins en moins en main des autorités locales, cantonales. On voit bien, les communes ont perdu du pouvoir au profit du canton, le canton en a perdu au profit de la Confédération, et puis, même sans être dans l'Europe, nous dépendons des décisions européennes à plein d'égards. Donc ce sentiment de dissolution des responsabilités, c'est que fait aussi, à mon avis, le lit des populismes, parce qu'on ne sait plus très bien qui est responsable, on ne sait plus très bien pour qui voter. Est-ce que ça va changer si on vote pour X ou Y, etc. Et ça, je pense que c'est aussi une réflexion sur laquelle l'école doit réfléchir.
Troisième chose qui n'a pas été mentionnée, l'avènement des sociétés multiculturelles. L'immigration, la diversité culturelle est certainement un facteur. Un chiffre sur Genève qui est assez intéressant, dans les années 60, on avait seulement à Genève 6 communautés étrangères qui avaient plus de 1000 ressortissants. Aujourd'hui, on est à une trentaine. Ça vous donne cette diversité. Et là aussi, comment est-ce qu'on fait face à la diversité, comment est-ce qu'on l'intègre et quel est le rôle de l'école. Donc ces 4 facteurs, à mon avis, permettent de réfléchir à ce que l'école peut faire. Alors, si on parle de précarité, d'oubliés, de personnes larguées du système, etc., un exemple très concret de ce qu'on est en train de faire, la mise en œuvre à cette dernière rentrée scolaire de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Nous avons à Genève entre 15 et 17% de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune certification. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est forcément être en marge, parce que c'est extrêmement difficile quand on n'a pas une formation, même de niveau CFC, c'est extrêmement difficile de penser trouver un emploi. Et donc, une des premières choses qu'on doit faire, c'est d'essayer de lutter pour que chaque élève sorte du système avec un titre. Je dis toujours qu'on mesure la réussite d'un système scolaire à sa sortie, et au fond, à savoir si tout le monde a pu réussir. On est très loin du compte. Alors, c'est agir en aval, sur les élèves en décrochage, c'est la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, mais c'est aussi agir en amont, et c'est tout le travail qu'on mène sur les petits, sur l'école primaire. Pour moi, il y a un enjeu majeur, et on est loin d'avoir gagné encore cet enjeu avec ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles et chez les tout-petits. Deuxième chose, comment rendre nos élèves conscients qu'ils appartiennent à une communauté, qu'ils appartiennent à une société. Je crois que c'est un véritable enjeu, et une des missions de l'école, c'est à tous les niveaux de les rendre conscients de cette appartenance, et je crois beaucoup à la participation. Alors, j'ai amené ici pour Monsieur Christin un jeu qui s'appelle Jeu de loi, GE de loi, qu'on a mis en œuvre pour le cycle. Donc le cycle d'orientation, c'est le collège en France. Mais au-delà de ce genre de choses, je crois à la participation citoyenne déjà dans les écoles. On a voté l'année passée une loi sur l'enfance et la jeunesse, et sur mon impulsion, on systématise la participation dans les écoles. Je pense que dès l'âge de 4 ans, quand on fait des petits conseils dans les classes, que les élèves peuvent s'exprimer sur ce qui les concerne, ils sont impliqués. Ils sont impliqués à leur échelle, et c'est comme ça, à mon avis, qu'on en fera à terme des citoyennes et des citoyens responsables. Alors, c'est un exemple, je pourrais vous en donner d'autres. La multiculturalité, l'immigration. On a une école qui intègre très bien à Genève. On a 44-45% d'élèves dont le français n'est pas la langue maternelle, et je trouve qu'en définitive, on ne s'en sort pas si mal au bout du compte, avec parfois un certain pragmatisme. Je peux prendre un exemple qui peut-être a divisé parfois la France. Vous avez parlé de la radicalisation, vous avez parlé du terrorisme. On a eu quelques débats à Genève il n'y a pas si longtemps et ensuite sur la laïcité. Vous en avez eu beaucoup en France. On n'a peut-être pas toujours la même vision des choses, mais on a une laïcité, je dirais, assez pragmatique à Genève. Elle est très stricte concernant les enseignants. Elle est beaucoup plus tolérante concernant les élèves, à savoir qu'on accepte, par exemple, chez les élèves, les signes extérieurs, comme le foulard ou d'autres, la kippa, la croix. Par contre, ils doivent suivre les cours. Et on est très strict, par exemple, pour les élèves qui ne suivraient pas, qui n'iraient pas à la piscine, mais ça m'est complètement égal si une fille, par hypothèse, porte le burkini et va à la piscine. L'important pour moi, c'est qu'elle aille à la piscine et qu'elle suive les cours de natation. Mais c'est pour vous dire que cette espèce de pragmatisme et de tolérance qu'on a eu à travers l'histoire ici fait qu'à mon avis, on a une école qui est assez intégrative à ce niveau-là. Et puis alors, je rebondis tout à fait sur ce que a dit Najat Vallaud-Belkacem sur le rôle du numérique. On est en train de déployer, je sais qu'il y a ici un enseignant qui est un promoteur d'une école numérique un peu différente, on est en train de déployer maintenant des moyens pour avoir une école du numérique, mais avant de déployer ces moyens, on a, il y a quelques semaines, posé un document de vision, c'est-à-dire qu'on voulait d'abord mettre le cadre. Et ce document s'appelle « L'école au service de la citoyenneté numérique ». C'est-à-dire que pour nous, il s'agit à la fois d'utiliser les outils numériques, donc d'enseigner par le numérique lorsque ces outils amènent une plus-value pédagogique. Il n'est pas question de mettre les enfants en permanence derrière des écrans, par exemple. Et d'ailleurs, le numérique peut se faire de manière débranchée, mais on ne va pas rentrer dans ces débats. Mais donc, enseigner par le numérique et aussi enseigner au numérique, c'est-à-dire la prévention, les fake news, comment on gère l'information quand on est dans une société où on a énormément d'informations, comment on travaille quand on sait qu'on a des élèves dont la principale source d'information, ce sont les réseaux sociaux, par exemple.
comme on travaille ça, eh bien, ça fait partie de ce document de vision et ce sont les préalables qu'on souhaitait mettre en œuvre. Alors, pour conclure cette introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que l'éducation elle a un rôle capital. Vous le savez peut-être, j'ai enseigné, avant d'être conseillère d'État, j'ai enseigné pendant 35 ans l'histoire dans le secondaire à Genève. J'aimerais vous donner un exemple, et pour moi, il est très prégnant de ce que l'école peut faire. Je me suis beaucoup interrogée avec les élèves lorsqu'on travaillait sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, par exemple, ou sur les génocides en général, sur ce qui peut amener des êtres humains à participer à des massacres de masse. Et notamment, je travaillais souvent avec les élèves en utilisant les expériences de Milgram. Vous connaissez certainement ces fameuses expériences sur les chocs électriques faites dans les années 60 aux États-Unis, où la conclusion de Milgram, et il y en a eu d'autres qui ont fait ça après, montrait qu'environ 2/3 de personnes tout à fait ordinaires étaient capables d'envoyer des chocs électriques à des êtres humains qu'ils ne connaissaient pas et qui ne leur avaient strictement rien fait. Pourquoi ? Parce qu'ils obéissaient à l'autorité. Et ce que Milgram et d'autres, parce qu'il y a plein de chercheurs qui ont travaillé là autour, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, ceux qui étaient capables à un moment donné de dire non, de dire mais moi je ne suis plus d'accord d'envoyer des chocs électriques, ce sont des gens qui avaient une éducation. On leur avait appris à dire non. Et donc le rôle de l'école, très clairement, c'est aussi d'apprendre à dire non, c'est apprendre à être critique, c'est apprendre à être capable d'avoir ses propres jugements et ses propres valeurs. Et s'il y a une mission peut-être que je souhaiterais que l'école garde, c'est pas les connaissances. Les connaissances, au bout d'un moment, elles sont dépassées, elles sont utiles à un moment donné. Mais ok, voilà, on doit tous, de toute façon, évoluer au niveau des connaissances, mais c'est être capable d'avoir son propre jugement. Et là, je crois qu'on a une mission qui est essentielle, et elle n'est pas facile, mais elle est très belle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être revenir sur un ou deux points qui me paraissent importants et faire le lien entre vos deux interventions, qui me paraissent d'abord établir qu'il y a un intérêt à la comparaison, il y a un intérêt à cette rencontre franco-suisse, et notamment sur la question de l'intégration, sur la question de la citoyenneté, sur la question de l'éducation à la citoyenneté et la question de l'école. J'aurais rappelé qu'une grande partie des pédagogues français, mais c'est un des terrains de Vincent Payon, qu'une grande partie des pédagogues français qui sont les fondateurs de l'école de la Troisième République, de l'école de la République, Ferdinand Buisson, ont découvert une partie de la pédagogie qui va être la leur en Suisse, notamment dans le canton de Neuchâtel ou à Lausanne, dans lesquels ils sont réfugiés politiques pour fuir le Second Empire. Donc il y a vraiment une circulation des idéaux pédagogiques, des méthodes, et je trouve ce que vous avez dit toutes les deux sur la laïcité, par exemple, ou sur l'école sanctuaire ou pas sanctuaire, qu'est-ce que ça veut dire, et le fait que l'école sanctuaire est une illusion, une espèce de nostalgie trompeuse d'un âge d'or dans lequel la société aurait été homogène et on aurait pu proposer une école qui traitait des enfants homogènes, est une illusion qui dissimule des tentations identitaires. Donc je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à la comparaison. Je voudrais souligner 3 points qui m'ont beaucoup frappé dans ce que vous avez dit et sur lesquels on peut peut-être revenir. Sélection des ambitions énormes qu'il faut avoir pour l'école. C'est-à-dire plus la société est compliquée, plus les défis sont complexes, plus la société est à la fois diversifiée, plus les sources d'informations sont diversifiées, difficiles à hiérarchiser, plus les ambitions doivent être grandes et plus les ambitions doivent être presque contradictoires d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à la fois l'école doit être un lieu de neutralité, doit pas être un lieu de prosélytisme et en même temps elle doit être un lieu de formation à la citoyenneté. C'est comment tenir les deux ensemble. L'école doit défendre le pluralisme et montrer qu'il y a plusieurs opinions, qu'il y a plusieurs manière de penser un problème et que pourtant le pluralisme n'est pas le relativisme. Toutes les opinions ne se valent pas. C'est un débat auquel Najat Vallaud-Belkacem avait participé à l'école normale supérieure il y a quelques mois et on avait fini par dire avoir des raisons, c'est pas avoir raison. Tout le monde a des raisons de dire telle ou telle chose, c'est pas forcément avoir raison. Donc la question de la hiérarchisation, de la validation, de la vérification, de la confrontation aussi, tout en rappelant effectivement que si on organisait dans certaines zones, dans certaines régions des États-Unis, des votes sur Darwin ou des votes sur la théorie de l'évolution ou sur le climat, on aurait des résultats contradictoires avec les données de la science. Et donc que tous les avis ne se valent pas, qu'il y a des avis quand même plus informés, plus utiles, plus rationnellement fondés que d'autres, ce qui nous renvoie à ce que disait Irène. Donc beaucoup d'ambition et
assumer le fait que les ambitions peuvent être contradictoires d'une certaine façon. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que vous avez évoqué sur les inégalités, l'évolution des inégalités, qui viennent jouer à l'intérieur de l'école et faire rejouer, qui peuvent être des inégalités économiques, des inégalités de statut, mais aussi des inégalités d'origine, des choses, comment l'école ne peut pas être à l'abri des transformations de la société. Et du coup, ça invite à un constat, c'est pour ça que je voulais cette citation de Durkheim, le constat de Pierre Bourdieu dans Les Héritiers, sur l'école comme machine à reproduire les inégalités sociales de 1968, au fond, le constat pourrait être refait aujourd'hui. Et refait même de façon presque plus inquiétante. Il y a aussi peu d'élèves issus des milieux populaires dans les filières d'excellence. En France, par exemple, combien d'enfants d'agriculteurs à l'école polytechnique ou à l'ENA ou à Normal Sup? Au fond, les statistiques de Pierre Bourdieu resteraient aujourd'hui valables. Donc, est-ce que c'est un constat d'échec ou est-ce que c'est au contraire une invitation à continuer cet effort pour faire de l'école le lieu de la promotion, ou de considérer que quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas, et comment faire porter, par exemple, l'effort sur la formation des formateurs, la formation des enseignants, et d'inviter les enseignants, par exemple, à être vigilants aux catégories d'évaluation qu'ils mettent en œuvre. Etc. Puis la troisième chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est aussi le fait que tout débat sur l'école que l'école est un enjeu du débat politique majeur, un des lieux où se partagent les positions, entre vraiment des positions progressistes ou des positions réactionnaires ou conservatrices ou des positions identitaires, se font beaucoup autour de l'école, et vous l'avez rappelé à juste titre, par exemple sur la question du voile ou pas du voile, du choix des cours ou pas de tous les cours. L'école est vraiment un des champs de bataille politiques. C'est une métaphore guerrière, mais c'est pas ça que j'ai en tête. Je pensais à Max Weber, le champ de bataille électoral. Hein. C'est un des champs de bataille sur lesquels se font les clivages. Que faire et comment y faire rentrer des bataillons qui ne sont pas seulement les enseignants, c'est-à-dire aussi les collectivités, les associations, les parents. Quel rôle ont-ils pour une école plus inclusive, plus ouverte, plus juste, plus tolérante, et qui forme les citoyens, effectivement, les citoyens de demain, ou pour le dire avec Durkheim, une raison complète. C'est un peu les trois questions qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant, en taillant beaucoup dans les autres questions que j'ai notées. J'en ai plein que je vous dirai plus tard. Je commence. Mais, honnêtement, répondre à ces trois questions nous prendrait à peu près 6 jours, je pense. Donc, juste rapidement, quelques commentaires. D'autant qu'en vérité, c'est moins des questions que des analyses, évidemment, que je partage absolument. Tout est très juste dans ce que vous venez de dire. Peut-être un premier commentaire sur l'histoire de l'énormité des ambitions que nous avons pour l'école et des contradictions inhérentes à ces ambitions, ou en tout cas de la difficulté d'aller jusqu'au bout de ces ambitions, parce qu'à chaque pas, vous trouverez toujours des gens pour vous dire mais là vous êtes contradictoire avec ce que vous venez de dire, et vous avez très bien illustré les choses en racontant par exemple l'histoire du pluralisme d'opinion, mais pas de relativisme pour autant, l'histoire de pas de prosélytisme, mais on éduque à la citoyenneté, donc on dit quand même ce qu'il faut faire en même temps, etc. 2 commentaires là-dessus. Le premier, c'est que en fait, ce tiraillement permanent que vous venez de décrire, certes, les ministres le portent sur leurs épaules, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est surtout les professeurs au quotidien, chacun dans sa classe, qui le portent. Et c'est ce qui rend la tâche tellement compliquée d'ailleurs. Et donc la première réponse qu'on a envie de donner, c'est mais mettons tout en œuvre, tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour aider les professeurs, en fait. Parce que les ministres, bon, d'une certaine façon, ils ne sont pas forcément à plaindre, ils sont accompagnés, ils ne sont pas seuls. Mais quand c'est un individu, un enseignant qui se trouve confronté à cela, bah, cet enseignant, il a besoin d'être formé. Et formé en initial, mais pas seulement, en continu. Et ça, c'est quand même un sujet sur lequel on n'est jamais très allant dans tous nos pays, dans le sens où, c'est ce que je déplore dans le débat public, c'est que malheureusement, notamment sur les questions d'éducation, on traite quasiment jamais des vrais problèmes dans les débats publics. C'est affreux, on perd
un temps infini à commenter des choses qui n'ont aucun intérêt. Et pendant ce temps-là, on passe à côté des vraies conversations qu'on devrait avoir. Par exemple, s'agissant des enseignants, quid de leur formation continue? Ça coûte de l'argent. Oui, mais alors est-ce qu'on décide à investir quand même financièrement parce que c'est un sacré et utile investissement ou pas? Donc voilà, les former, les accompagner, ces enseignants, et je ne sais pas ce qu'il en est de la Suisse, mais nous, en France, on est encore... Alors j'ai essayé d'en sortir en faisant des réformes, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin. Et puis en plus, vous savez ce qu'il advient des réformes menées par un ministre de l'Éducation. Généralement, elles sont aussi vite détricotées par son successeur. Donc c'est quand même aussi la grande irritation qu'on peut avoir sur ces sujets. Donc en tout cas, j'ai essayé de mener des réformes pour qu'on passe d'un système d'inspection, vous savez, verticale, où les inspecteurs sont grosso modo là pour passer de façon assez aléatoire dans les classes, voir comment le professeur fonctionne, et faire tomber une espèce de sanction, enfin très infantilisante, très qui n'est plus, qui ne me semble plus au goût du jour du tout, pour faire passer donc ce système-là à un système plutôt de conseil où les inspecteurs sont des cadres, ont beaucoup à apporter aux enseignants. Mais la relation qu'ils doivent avoir avec les enseignants, c'est d'aller les voir d'abord dans une périodicité qui soit bien définie pour tout le monde et qui soit intelligente, c'est-à-dire en ne laissant pas passer trop d'années, et d'aller les voir pour voir ensemble quelles peuvent être les difficultés, ou alors au contraire ce qui va très bien, quelles peuvent être les nouvelles formations qui mériteraient d'être prises pour compléter la formation déjà acquise, etc., etc. Donc c'est vraiment un rôle de conseil plutôt qu'un rôle de surveillant. Bon. Donc, première chose, c'est d'abord sur les épaules des enseignants que ça pèse, et il faut les aider. Et les aider, ça veut dire aussi, pour revenir à ce qui se dit souvent dans le débat public, arrêter de caricaturer les enjeux et puis d'en finir généralement avec des espèces de constats définitifs sur rien ne va plus à l'école, de toute façon les professeurs sont tous nuls, et puis de toute façon il n'y a plus d'autorité, etc. Ça sert à rien tout ça. D'abord c'est pas vrai, et puis en plus vous imaginez bien dans quel découragement ça plonge tous ceux qui sont en train de se battre avec ces tiraillements-là. Bon. Et la deuxième chose, la deuxième chose, j'en reviens cette fois-ci aux qualités de ministre que j'ai eues et que vous avez, Anne. C'est vrai que ces tiraillements-là, ils rendent la tâche très compliquée quand même pour nous aussi, parce que ils offrent la possibilité à tous les détracteurs de tout de se dresser sur votre chemin quoi que vous fassiez. Et une bonne illustration de ça, par exemple, c'est, je prends des souvenirs personnels, mais c'est quand, par exemple, j'ai essayé d'introduire à l'école ce qu'on avait appelé les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire un enseignement à l'égalité filles-garçons, et que vous avez quand même des gens qui se sont dressés pour vous dire non mais attendez, l'école doit être neutre, l'apprentissage des relations entre filles et garçons doit se faire dans les familles et pas dans un lieu neutre comme celui-là, vous êtes en train de désanctuariser, etc., etc. Donc vous voyez, même sur un sujet qui peut paraître aussi... alors là on parle de citoyenneté, si on n'apprend pas l'égalité filles-garçons, on a quand même des redresseurs de tort face à nous. Le problème, c'est qu'il ne faut pas les laisser faire, évidemment, parce que si vous laissez faire ces redresseurs de tort-là, il y a un autre type de redresseur de tort, et du coup, ça va me faire venir sur le sujet que vous évoquiez de la multiculturalité tout à l'heure. Moi, je me souviens avoir été très attaquée dans des revues, à contrario, rédigées cette fois-ci par des intégristes, des fondamentalistes musulmans, etc., sur le mode qu'est-ce que c'est que cette école qui rentre dans l'esprit de nos enfants des histoires de laïcité qui sont contraires à l'idée même de religion. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas céder devant, d'une certaine façon, un lobby, parce que sinon tous les lobbies s'y mettent. Voilà. C'était mon commentaire sur le premier sujet. Puis je vais vous passer la parole, sinon je serai trop longue, vous n'avez qu'à prendre les autres sujets. Peut-être une remarque, c'est vrai que tout le monde a un avis sur l'école parce que tout le monde a passé par l'école et tout le monde a des comptes à régler avec l'école parce qu'on a tous eu ici ou là un prof ou quelque chose, etc. Donc je crois que c'est vraiment quand on est dans ces postes-là, de toute façon, la société civile, si j'ose dire, elle s'en mêle. On a eu une période à Genève, je dirais il y a une quinzaine d'années, où l'école a été un champ de bataille. Ça s'est calmé.
Ça s'est calmé et j'espère que ça va rester calme dans le sens qu'on soit capable de dépasser l'idéologie. J'ai envie de dire que l'école, elle n'est pas de gauche ou de droite. On cherche à former des jeunes pour être des citoyens responsables à l'avenir. Et puis c'est ça qui est essentiel. Sur les enseignants, alors oui, la formation, elle est essentielle. Et là, je dirais qu'on n'est pas forcément très bon parce que, d'ailleurs, de manière générale, dans le système scolaire, on est toujours en retard d'une ou deux guerres, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que la société évolue tellement vite et il y a une telle inertie aussi du système, que ce soit pour la formation des enseignants, que ce soit de manière générale, qu'on a toujours l'impression de courir après quelque chose. Et puis quand on a croire vers régler un problème, il y en a un autre qui arrive derrière. Mais c'est essentiel et c'est d'autant plus essentiel que... Et là aussi, c'est un message qui est politiquement pas facile à faire passer aujourd'hui, c'est que les classes ne sont plus du tout ce qu'elles étaient il y a 20 ou il y a 30 ans. Je ne parle même pas d'il y a 50 ans. Les enseignants qui pensent, le jeune enseignant qui pense qu'il va avoir en face de lui un groupe homogène, quel que soit le groupe, quel que soit le quartier, quel que soit le milieu, etc., c'est terminé. Il va avoir en face de lui un groupe extrêmement hétérogène, en faisant face à des enfants qui ont des difficultés plus ou moins importantes. Je vous disais tout à l'heure que j'étais assez inquiète pour ce qui se passait dans les petits degrés. Chez nous, la première année, c'est à 4 ans, c'est ce qu'on appelle la première primaire. Eh bien, quand vous avez une classe où tout à coup vous avez 20, 22 élèves, et puis qu'il y en a 3, 4, vous sentez qu'il y a déjà quelques difficultés parce que les parents n'ont rien dit, il n'y a pas eu de signalement avant à l'inscription, comment l'enseignant fait face? Comment il fait face à ces difficultés-là? Et ça leur demande non seulement d'être formés, mais j'ai envie de dire, ça demande aussi à un moment donné des moyens. Je pense qu'on ne pourra plus continuer à penser qu'on va faire l'école avec les moyens du passé, ou l'école du 19e au 21e siècle. Et on est resté sur un modèle qui est le modèle du 19e, l'enseignant dans une classe. Aujourd'hui, l'école, c'est plus seulement un enseignant et des élèves. Dans les faits, ça demande de plus en plus d'intervenants extérieurs, parce que quand vous avez un enfant qui a des troubles du spectre autistique dans votre classe, quand vous avez un enfant qui a des troubles du comportement, quand vous avez un enfant qui est dyslexique ou autre, ça demande une formation que chaque enseignant qui est pédagogue à la base, qui n'est pas ni éducateur, ni thérapeute, n'a pas forcément, il va avoir besoin d'autres personnels. Donc ça, c'est un des gros enjeux, et je pense que ça nécessite des moyens, il ne faut pas se leurrer. Moi, je dis toujours que la formation, c'est un investissement pour l'avenir. Alors, je le dis toujours à mes collègues et dans le monde politique, et puis ils me disent oui, mais dans les faits, voilà, quand il faut voter des budgets, on a des contraintes, et ce n'est pas simple, mais on le paye si on ne se donne pas les moyens de faire les choses après. Sur tout ce qui est neutralité, prosélytisme, enfin, etc. Alors, je vais peut-être préciser ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cadre de la laïcité. Si on est souple au niveau des élèves sur l'apparence, on est très strict sur les cours et le contenu des cours. Un élève qui, par hypothèse, nous ferait une théorie créationniste dans une épreuve de biologie, c'est la note minimale, bien évidemment. Enfin, il n'aurait pas les points aux questions. Mais par contre, ça pourrait être intéressant à ce moment-là d'essayer de travailler avec ça. Pourquoi vous dites ça? Ou pourquoi tu dis ça, selon l'âge de l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ça? Ou, enfin, etc. Hein, on parlait des attentats terroristes. Moi, j'ai des souvenirs de profs où, bien plus tard, par hasard, une fin d'année avec une classe, je sais pas, une allusion, c'était bien après le 11 septembre, c'est peut-être 8-9 ans après. Un élève fait une allusion en septembre, je dis quelque chose, et puis un autre élève dit « Mais madame, il n'y a pas eu d'attentat. » Je dis « Comment il n'y a pas eu d'attentat ?»« Non, mais en fait, c'est un coup monté. » Je dis « Pardon ?» Et je dis, c'est qui vous a dit ça? Et ils avaient cru comprendre ça d'un de mes collègues. Alors là, ça devient plus inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être parfois aussi des enseignants qui propagent un certain nombre de choses. Et puis, dernière chose sur l'échec ou pas de la démocratisation des études, qui a été une des grandes ambitions des écoles dans nos pays, par rapport à ce que disait Bourdieu ou d'autres. C'est à la fois un échec et une réussite. C'est-à-dire qu'en réalité, si l'idée c'était de corriger les inégalités, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à corriger certaines inégalités. Si je prends la situation, par exemple, de l'école genevoise aujourd'hui, si on prend l'enseignement dit spécialisé, donc les élèves à besoins particuliers, etc., les milieux étrangers et les milieux socio-culturellement défavorisés sont surreprésentés, par exemple, dans l'enseignement spécialisé. Ce n'est pas du hasard, probablement. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment réussi à corriger, mais ce que ça a permis, c'est que globalement, on a formé plus de personnes qui faisaient des études plus longues. Mais on n'a pas réussi à corriger, si vous voulez, le pourcentage d'enfants de milieux moins favorisés ou dont les parents n'avaient pas fait des hautes écoles, etc. etc. Donc, ce n'est pas une réussite totale. Mais j'ai envie de dire que si on n'y croyait pas, si on n'essayait pas de changer les choses, mais ce serait probablement pire. On
pourrait citer Camus et Sisyphe, hein, je veux dire, mais c'est ça. Je veux dire, si on n'essayait pas sans arrêt de remonter cette pierre, je pense qu'on serait tous encore en bas de la montagne. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait, j'étais en train de me faire la réflexion que moi, ce qui me frappe, alors pardon parce que j'ai un tropisme français, hein, peut-être que ça ne vaut pas pour la Suisse, mais ce qui me frappe finalement, c'est qu'à bien regarder l'histoire de l'école et l'histoire des politiques publiques qui ont été conduites, j'ai le sentiment que les mouvements d'ampleur considérable qui ont transformé la physionomie de l'école au fil de l'histoire. Par exemple, je pourrais en donner 3. Il y a un mouvement d'ampleur considérable qui a été la mixité filles-garçons à l'école. Il y a un mouvement d'ampleur considérable qui a été la véritable démocratisation de l'école avec notamment la création du collège unique. Je parle pour la France, hein. Il y a un mouvement d'ampleur considérable qui a été l'accès des enfants en situation de handicap à l'école et avec un vrai droit à l'éducation. Voilà, 3 exemples de mouvements dont on peut dire a posteriori qu'ils ont été des mouvements considérables. Et ben pour moi, ma conclusion, c'est qu'en fait, aucun de ces mouvements, au moment où on le laisse se produire, où on le fait se produire, n'est réfléchi véritablement et accompagné comme il aurait dû l'être. Et en fait, quand on réfléchit bien, en fait, c'est ça qui provoque les faiblesses de l'école aujourd'hui. Et ma conclusion, elle est triste, mais c'est vraiment mon ressenti. C'est ce que je vous disais sur la nature du débat public entourant l'école, encore une fois, dans notre pays, qui est, je trouve, de très piètre qualité. Et ben, c'est que de la même façon que les cordonniers sont les plus mal chaussés, l'école qui devrait être par définition le lieu de la recherche, de la réflexion, etc., et la politique publique qui est le moins accompagnée en termes de mise en œuvre, d'anticipation de ce que ça va produire, etc. J'y pensais parce que vous évoquiez tout à l'heure à quoi ressemble une classe aujourd'hui avec des enfants spectre autistique, etc., etc. Oui, bien sûr, nous aussi on connaît ça dans notre pays, et je suis frappée de voir à quel point au moment où on ouvre le véritable droit à l'éducation, ce qui est un progrès évidemment hein, pour les enfants en situation de handicap, eh bien, on ne se dit pas à ce moment-là, collectivement, évidemment que ça va nécessiter de nouveaux métiers dans l'éducation nationale. Non, on ne va pas aller recourir à des emplois aidés, précaires, pour servir d'assistants de vie scolaire, ce qu'on appelle les AVS en France, je ne sais pas comment vous les appelez ici, à peine formés, etc., et qui font que dans certaines situations, l'enseignant de la classe se retrouve à gérer malheureusement non seulement un certain nombre important d'enfants, mais aussi l'adulte AVS qui est là et à qui elle doit expliquer ce qu'elle doit faire, etc. Enfin, je veux dire, ces réalités-là, je m'étonne qu'elles aient jamais été anticipées dans le débat public et dans la réflexion. Et bien de la même façon, si on prend le sujet de l'égalité filles-garçons, comme vous le savez, enfin de la mixité filles-garçons, comme vous le savez, la raison pour laquelle en France, finalement, on est passé d'un système d'école pour filles, école pour garçons, à un système d'école mixte, en fait, c'est pour faire des économies, enfin, c'est pour rassembler tout le monde dans les mêmes locaux et arrêter d'avoir à chaque fois à dédoubler les choses. C'est dommage qu'on l'ait fait juste comme ça et qu'on ne se soit pas dit, mais alors du coup, réfléchissons, qu'est-ce que ça va créer ? On connaît, on les connaissait déjà à l'époque, les interactions entre groupes de filles, groupes de garçons. Est-ce que ça risque pas de provoquer des situations qu'on connaît aujourd'hui, parce que les études maintenant les documentent, des situations où on n'attend pas des filles les mêmes choses que les garçons, donc on ne développe pas exactement les mêmes compétences chez les filles et les garçons, et donc du coup les filles partent sur un certain nombre de sujets avec un retard à l'allumage dans le monde du travail, les garçons aussi sur un certain nombre d'autres compétences et d'autres sujets ont un retard à l'allumage parce qu'on leur a pas appris la même chose. Enfin, voilà. Donc, en fait, si je devais, c'est l'ancienne ministre, hein, vraiment hors politique qui parle, mais si je devais faire une requête vraiment aux prochains responsables politiques et à tous ceux qui font le débat public, les chroniqueurs, les éditorialistes, les journalistes, etc., c'est un sujet tellement primordial, l'éducation. Essayons juste d'avoir un débat qui soit à sa hauteur. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve que ce débat sur la démocratisation de l'école, les réels succès de la démocratisation, parce qu'on pourrait aussi mentionner les IUT, les formations supérieures courtes, etc., qui sont aussi des occasions manquées, c'est-à-dire elles ne sont pas accompagnées, etc., est vraiment fondamental parce que ça sort des oppositions, l'école reproduit les inégalités, ou l'école formidable va corriger. On sort des choses trop tranchées pour voir
et pour ouvrir l'espace de la politique, justement, de comment on accompagne des réformes et des mouvements, et comment on accompagne le fait qu'on demande plus aussi à l'école qu'on lui demandait il y a 50 ans. Et par exemple, l'intégration des enfants en situation de handicap, ou depuis 1 an ou 2, je crois, aussi en France, des enfants autistes qui sont dans les classes avec les autres, posent des vrais problèmes d'accompagnement, de formation des enseignants. Comment on pose ces questions? Mais avant de laisser aussi la parole à Irène, je voudrais revenir sur le lien que vous avez fait entre numérique, citoyenneté et danger du populisme. Parce qu'il me semble que le numérique, sur un certain nombre de points, si vous me permettez l'expression qu'on a employée tout à l'heure, on cherchait, je dis, renversement de sens, prend l'école à revers par certains côtés, l'irruption du numérique, c'est-à-dire que ces outils de l'information numérique ont été conçus pour lutter contre la propagande d'État. Ça a été pour sortir des effets des propagandes totalitaires du milieu du XXe siècle, des outils dans lesquels on imaginait un citoyen libre choisissant une pluralité infinie de moyens de s'informer librement dans lequel il piochait. Se sont retournés et deviennent, cet outil libre du choix démocratique citoyen devient presque le lieu de la fabrication des fake news, d'informations tronquées, inexactes, partielles, qui isolent et qui créent des biais de confirmation, des isolements dans des bulles où on ne parle qu'à des gens avec lesquels on est déjà d'accord. Et donc, comme les algorithmes vous mettent en relation avec des gens qui penseront la même chose, ils confirment, et il y a un effet de radicalisation à travers ces outils numériques, qui prennent aussi à revers l'école, parce que cet outil d'émancipation individuelle critique, on peut dire, c'est un moyen pour les élèves, avec des tablettes, des ordinateurs personnels, de s'informer eux-mêmes directement. C'est un rêve d'enseignant, par certains côtés, finit par aussi, dans certains cas, ou peut devenir un outil aliénant de complotisme, et de retourner l'esprit critique contre lui-même. C'est-à-dire, c'est l'hypercritique. Ah, évidemment, le rétroviseur est noir, et d'ailleurs, les Américains ne se sont jamais posés sur la Lune, et j'en ai des preuves avec des photos, je montre que le drapeau flotte alors qu'il ne devrait pas, etc. C'est un hypercriticisme contre lequel on est amené à rétablir de l'esprit critique, en faisant de la critique, en disant toute critique n'a pas forcément de sens. Et puis, prendre à revers aussi, je vous disais tout à l'heure, je suis content quand mes filles sont là pour ouvrir mon téléphone portable, parce que tout seul j'ai du mal à le faire, aussi met un certain nombre d'enseignants devant des problèmes qui sont liés à la virtuosité plus grande des enfants que sur des outils numériques. C'est-à-dire ces cas français où il y a des films qui sont faits en cours et qui sont immédiatement mis sur le web, des enseignants tombent des nues en apprenant que ça a été fait, ils ne savent pas comment. Donc il y a aussi un problème de formation continue, etc. Et donc on voit bien comment peuvent se nouer des problèmes autour du numérique, de formation d'une citoyenneté numérique qui préserve l'autonomie de chacun tout en estimant qu'elle a des bornes, par exemple sur le harcèlement. Je pense que la Ligue du LOL, par exemple, a montré en France des pratiques d'école de journalisme, où des jeunes hommes pouvaient attaquer leurs condisciples. Et donc le numérique est vraiment au cœur de ces problématiques, comme vous l'avez dit, comme le disait Irène, qui veut peut-être ajouter des choses sur le populisme. J'aurais des questions sur d'autres sujets, pas sur le numérique. Donc, Non, mais sur le numérique, moi, juste un mot pour dire que... comment dire, j'espère qu'on ne se fait pas toutes les deux mal comprendre sur notre position sur le numérique. En tout cas, je voudrais expliciter la mienne. C'est-à-dire que le fait de dire c'est important d'accompagner les enfants dans la maîtrise des outils numériques, c'est important d'essayer de tirer le meilleur du numérique, notamment parce que ça permet une différenciation pédagogique et donc d'apprendre mieux les matières fondamentales, etc., ne veut pas pour autant dire que pour nous, le numérique devient l'alpha et l'oméga. Et honnêtement, la même femme qui vous parle est en même temps mère de 2 enfants. Et je suis la première à m'agacer quand ils passent leur temps sur le web, sur Internet, sur une tablette ou je ne sais quoi. Donc, en fait, moi, à force d'avoir réfléchi à ce sujet, je dirais que l'important... le service que nous pouvons rendre à nos enfants, et je dis nous parce que pour le coup, je pense aussi bien école que parents, le service que nous pouvons rendre à nos enfants, c'est de ne pas les laisser se débrouiller seuls avec ce numérique, parce que sinon, ils en feront forcément un mauvais usage. Je veux dire, il ne faut pas rêver qu'ils improvisent un bon usage du numérique. Voilà, ça c'est mon premier point. Et deuxième point, à nous de veiller à
rééquilibrer leur appétence et leur attention avec d'autres sources que le simple numérique. Et par exemple, le sujet de la lecture, lire des livres, est un sujet primordial qui doit, me semble-t-il, être pris à bras-le-corps, pas seulement à l'école, mais aussi par tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose, c'est-à-dire concrètement un parent qui, j'en fais l'expérience tous les jours, va répéter à son enfant, tu sais, tu devrais lire ceci, etc. Mais parfois ça ne peut pas se faire dans la famille, et on le sait bien, et là on retombe sur les inégalités sociales tout de même. Dans ce cas-là, une collectivité locale a un rôle à jouer pour remettre le livre au centre et recréer de l'appétence de ces jeunes pour le livre en créant des concours de nouvelles, en créant des festivals de lecture divers et variés. Enfin, il y a des milliards de choses. Les bibliothèques publiques, là aussi, il y a une politique publique à conduire pour soutenir les bibliothèques publiques. Enfin, donc voilà. Donc, moi, je crois que le service que nous pouvons rendre à nos jeunes, c'est, en plus de les accompagner sur le numérique, de leur donner à voir qu'il n'y a pas que le numérique, parce que ça, ce serait vraiment délétère. Oui, je vais aussi revenir dessus parce que je pense que c'est un enjeu essentiel. On aura certainement des questions, des remarques à ce propos après. On ne peut pas ignorer le numérique. Il est partout. Et puis, quelque part, si vous permettez, Najat, c'est génial. On a une bibliothèque universelle ici, j'entends. On pourrait dire que c'est extraordinaire d'avoir un accès au savoir qui est à proximité. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à trier. Mais ça fait longtemps qu'on fait ce travail dans les écoles, indépendamment du numérique. Quand le cycle d'orientation, donc le collège unique, a été créé à Genève il y a une 50aine d'années, il y a un cours qui s'appelait d'information générale et d'éducation aux médias. Alors, il a changé de nom avec le temps, il existe toujours. Mais déjà à l'époque, moi je me rappelle pour l'avoir suivi en 1969, on avait des cours où on critiquait l'information. On avait des articles de presse, on comparait, etc. C'est pas tellement différent. Ce qui change avec le numérique, c'est la rapidité et l'élargissement des choses. Et c'est ça qu'on ne maîtrise pas en réalité et qui demande un certain recul. Mais la démarche de l'esprit critique, elle est la même et elle a toujours existé. Ce qui change aussi, c'est la posture de l'enseignant. Je disais tout à l'heure que l'enseignement change, le rôle de l'enseignant change déjà par rapport à l'hétérogénéité des classes, mais il change aussi parce que les élèves, au fond, peuvent aller vérifier ce qu'il a dit, pour le dire comme ça. Donc si on continue d'avoir un enseignant dans une position verticale, on parlait des inspecteurs tout à l'heure, mais c'est la même chose, l'enseignant qui serait tout en haut, puis qui est le détenteur du savoir, et puis qu'il transmet ce savoir à des plus jeunes que lui, alors effectivement, ça ne va pas marcher comme ça. Donc, moi, j'aime bien dire, alors c'est critiqué par certains, mais que l'enseignant est plutôt, dans ce sens-là, une sorte de médiateur, un facilitateur de l'apprentissage pour les élèves, et il a un rôle qui va être différent. Mais c'est peut-être tout bénéfique, parce que ça veut dire que ça oblige à travailler avec les élèves, à être en mode collaboratif. On peut faire plein de choses avec le numérique, mais c'est vrai que l'enseignant, c'est plus le même métier. Le métier a changé. Il change profondément, et c'est ça aussi qu'on doit travailler. Et puis, si vous permettez, peut-être rebondir sur ce qui avait été dit avant, au-delà du numérique, on a parlé de la reproduction, des élites, etc. J'avais quand même juste envie de nuancer les choses. On n'a pas en Suisse les grandes écoles avec tout ce que ça veut dire, etc. Et j'ai quand même le sentiment, malgré le succès mitigé de la démocratisation des études, qu'on a des élites politiques qui ne sont pas forcément issues des anciennes élites, si je puis dire. Dans le gouvernement genevois actuel, on est 7. Eh bien, 3 des conseillers d'État, 3 des ministres sont issus de l'immigration. L'un est un fils de réfugié, dont le père a été tué en Argentine et qui est venu avec sa mère et sa sœur à Genève. Et 2 sont des enfants d'immigrés italiens dont les parents travaillaient et sont venus dans des conditions qui étaient celles des années 60. Et ces 3-là, si on n'avait pas eu un système d'école accessible à tout le monde, avec des universités accessibles facilement, etc., ces 3-là ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Pardon. Merci beaucoup. Je vais de nouveau revenir à mes propres obsessions. Et l'une d'entre elles était d'essayer de comprendre dans quelle mesure le système politique dans lequel évoluaient les jeunes pouvait influer la manière dont l'école concevait son rôle. J'avais parlé de démocratie directe pour la Suisse, démocratie indirecte pour la France. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que les problèmes sont exactement les mêmes et les réponses aussi ? Alors, peut-être, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr,
c'est qu'on n'a pas en Suisse le système où un ministre change et tout change. Pour le dire comme ça vous fera peut-être plaisir. Donc il y a une forme de pérennité du système, mais en même temps de lenteur du système. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas avoir quelque chose qui est pérenne, enfin qui dure, et puis en même temps penser qu'on va faire des réformes très rapidement. Je pense qu'en 3 ans, vous avez pu faire plus de choses que probablement moi, je le ferai en 10 ans, en réalité. Mais on ne démantèle pas quand on arrive, parce qu'on a un système qui est le système fédéraliste suisse, différents partis qui participent au pouvoir, etc. Donc, l'influence du politique sur l'école, dans ce sens-là, est certainement moindre en Suisse qu'en France. Au fond, un ministre, alors je ne dis pas que c'est appliqué après dans les faits, hein, peut-être que je ne suis pas sûre que vous contrôlez... vous pouviez contrôler tout ce qui se passait sur le terrain. Moi, je n'arrive pas avec les 10 000 employés du département. Mais dans les faits, un ministre en France peut décider que, je sais pas, on oriente les programmes de telle ou telle manière. Oh mon Dieu, ce que c'est compliqué ici. En plus, c'est intercantonal, il faut se mettre d'accord avec les autres cantons, on a le Parlement qui s'en mêle. Enfin, oulala, donc c'est très lent, mais peut-être que c'est solide aussi. Votre question, en fait, c'était sur le type de système démocratique aussi qu'on a, c'est ça. Est-ce que ça a un impact sur les élèves? Intuitivement, sur ce qu'on aimerait transmettre aux élèves. Intuitivement, je dirais que, a priori, une démocratie avec des règles simples. Avec, par exemple, la France, je ne suis pas en train de dire que la France est un modèle de ce point de vue, mais peut-être que la Suisse, c'est encore plus compliqué, je ne sais pas. Parce que, par exemple, la France, clairement, tout le monde le sait, est un millefeuille administratif avec les innombrables collectivités locales, etc. Vous savez ça. Ce qui fait que même les adultes, parce que depuis tout à l'heure, on parle des jeunes, mais je voudrais quand même vous dire à un moment donné que moi, je suis moins inquiète pour les jeunes que pour les adultes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce qui fait que, donc, même les adultes ont du mal à comprendre de qui relève quoi, qui a la compétence de quoi. Là, ça va être les européennes, mais donc, du coup, je veux dire, ça m'amène quoi, ça change quoi, etc. etc. Et entre les départements, les régions, les mairies, les communautés urbaines, j'en oublie plein, n'est-ce pas, etc., etc. C'est vrai que c'est un système que je qualifierais de plutôt complexe. Et du coup, je pense que cette complexité-là, c'est dommage parce que quand on essaye, moi j'ai fait l'expérience avec mes enfants par exemple, et où je vois parfois que dans cet enseignement moral et civique que j'évoquais tout à l'heure, on fait l'expérience dans les classes de primaire, quand on essaie d'expliquer ça à des enfants, ça rend tout de suite la démocratie plus ardue. Donc j'aurais tendance à dire que plus un système est simple, avec peu d'acteurs, avec des compétences clairement définies, et plus c'est facile aussi d'apprendre cette citoyenneté, cette démocratie-là aux enfants. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur mon propos de parenthèse, sur l'histoire des adultes. Si vous me le permettez, je ne vous éloigne pas de votre propos, mais c'est quand même important de le dire. Je crois malgré tout ce qu'on vient de se dire sur la complexité de faire bouger l'école, etc., etc., je crois malgré tout que les jeunes, contrairement aux adultes, ont la chance de pouvoir être accueillis dans une institution, parce que je crois que c'est l'un d'entre vous qui posait la question tout à l'heure, est-ce que l'école a un rôle pour développer la citoyenneté, et sinon, quelle institution pourrait le faire? En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a que l'école qui peut faire ça. Et donc, en fait, les jeunes, les enfants, contrairement aux adultes, ont la chance d'être accueillis dans cette institution dans laquelle ils peuvent apprendre des choses comme ça. Je vous entendais, Anne, tout à l'heure, évoquer ce que disait la loi ici, sur le développement durable, par exemple. C'est formidable, je veux dire, où les adultes vont trouver un espace où apprendre, réactualiser leurs connaissances. En fait, en vérité, les adultes pourraient l'avoir, cet espace. Cet espace, il devrait s'appeler les médias. L'équivalent de l'école pour les adultes, ça devrait être les médias, qui devraient avoir une formation, d'ailleurs peut-être qu'il faudrait l'écrire dans une loi quelconque, qui devrait avoir une responsabilité en termes de formation, d'esprit critique, etc., etc. On sait que ça ne fonctionne pas forcément comme ça, et sans doute que ça poserait plein d'autres problèmes. Mais moi, aujourd'hui, ma conclusion, c'est que je suis plus inquiète pour les adultes que pour les enfants. J'ai le sentiment qu'on va plus facilement apprendre aux enfants à se défier des fake news qu'on arrivera à l'apprendre aux adultes. Et ça, pour le coup, c'est un beau sujet de société que j'aimerais bien qu'un jour on aborde.
Oui, ça m'évoque quelque chose, c'est qu'on demande toujours plus à l'école. L'école que j'ai connue enfant, dans les années 60, j'ai fait aussi une partie de l'école à Paris, dans une école de filles à la rue Saint-Jacques, mais c'était une école très stricte encore dans son fonctionnement, mais au niveau des contenus, on était à ce qu'on appelle les savoirs de base. Maintenant, on demande aux enfants, par exemple à l'école primaire, ils ont 2 langues étrangères chez nous à Genève, l'allemand et l'anglais. Quand vous savez que près de la moitié de nos élèves, le français n'est déjà pas leur langue maternelle, vous voyez bien les problèmes que ça peut poser. On leur demande d'avoir l'esprit critique, on leur demande de pouvoir analyser des choses. Enfin, quand moi j'étais à l'école, on ne me demandait pas d'avoir l'esprit critique. Au contraire, il fallait plutôt répéter ce que l'enseignant nous disait. Donc voilà, l'école doit lutter contre le cyberharcèlement. On fait de l'éducation sexuelle, on fait de l'éducation routière, enfin, c'est très bien, dans l'absolu. Mais on charge toujours plus le bateau. Et ma grande inquiétude, c'est que les élèves qui ont de la facilité, les élèves qui ont des milieux qui sont des milieux stimulants, eux, ils vont bénéficier de tout ça. Mais ceux qui ont des difficultés, ils sont largués. Ils sont largués et puis on se donne bonne conscience et les enseignants se donnent bonne conscience en se disant bon, on fait des maths, on fait de l'allemand, on fait de l'anglais, etc. Mais en définitive, parfois, on pourrait se poser les questions sur quelle est la mission essentielle de l'école. Est-ce qu'on doit avoir plus de souplesse? Est-ce qu'on doit changer un peu nos rythmes d'apprentissage pour justement pas en laisser certains au bord du chemin? Et moi, c'est vraiment de mes interrogations. Et puis les mêmes qui reprochent à l'école de plus être autoritaire, de plus ceci, sont souvent ceux qui nous refusent les moyens et puis qui en même temps nous demandent d'en rajouter sur le cyberharcèlement, sur etc., etc. À juste titre d'ailleurs, mais sans les moyens qui vont avec. D'où mon inquiétude. Je pense qu'on va revenir à ces adultes qui vous inquiètent et demander à la salle si elle a des questions. Je pense que ça va être le cas. Je vais juste répondre sur la Finlande, les tests PISA, etc. Je pense que c'était la Finlande dont vous parliez, qui n'est d'ailleurs plus en tête, sauf erreur de ma part, à PISA. Quand il y a eu les premières études PISA au début des années 2000, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait 2 pays qui étaient arrivés en tête des tests. C'était la Corée du Sud et la Finlande. La Finlande qui reste toujours bien placée aujourd'hui, mais c'est Singapour, de l'autre côté, je crois, qui est en tête. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est 2 systèmes scolaires totalement antinomiques. La Finlande, c'est un système inclusif, enfin collaboratif, enfin, etc., etc. La Corée du Sud ou Singapour, c'est des systèmes compétitifs, axés beaucoup sur la répétition. Les élèves ont énormément de cours en plus. Enfin, d'ailleurs, ça amène à des taux de suicide importants dans ces pays chez les jeunes, etc. Et ça avait interpellé les chercheurs qui étaient de se dire, mais comment se fait-il que ces 2 systèmes antinomiques réussissent bien ? Quel est le bon système? Celui qui est collaboratif inclusif ou celui qui est à la limite sélectif et compétitif? Et la conclusion, ça avait été de dire le bon système, c'est celui qui correspond à la société dans laquelle évolue l'école. C'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais caler le modèle coréen ou de Singapour en Finlande et inversement. Et probablement qu'à Genève, peut-être en France aussi, on est dans un système un peu entre deux. C'est ni Singapour ou la Corée, ni la Finlande. Mais ça veut dire que sans l'adhésion de la société civile, sans l'adhésion des parents, les enseignants ne peuvent pas réussir. Et la réussite scolaire, elle dépend aussi de la société civile. Elle ne dépend pas seulement des enseignants et de l'école. Non, c'est très juste ce que vous venez de dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est toujours bien de s'inspirer de ce qui marche bien ailleurs, de regarder, d'avoir l'esprit curieux et ouvert. Moi, je ne supporte pas les gens, par exemple, qui, sur les débats éducatifs, s'en tiennent
strictement à l'Hexagone, enfin voilà, je parle de la France, hein, et qui ne regardent pas une seconde ce qui se passe ailleurs, etc. Donc c'est toujours bien évidemment de se comparer, d'aller regarder ailleurs. Mais en même temps, l'éducation est tellement liée à l'histoire, même à l'identité d'un peuple, que c'est normal qu'on n'arrive pas à coller, à faire du copier-coller de solutions qui ont marché ailleurs. Donc il faut les repenser, il faut faire du sur-mesure, évidemment. Alors, juste pour vous répondre sur la deuxième partie de votre question, monsieur, alors vraiment, détrompez-vous. La France, le système scolaire français, ne souffre pas de trop de réformes. Je sais que c'est une idée reçue qui est comme ça balancée généralement, voilà, sans plus de réflexion par un certain nombre de journalistes, mais non, enfin, je veux dire, c'est très intéressant de lire une histoire des politiques publiques de l'éducation nationale. Vous pouvez le faire avec Antoine Pro, par exemple, qui en a fait beaucoup. La France souffre de trop de réformes avortées, de tentatives de réformes avortées. Elle souffre de n'avoir pas conduit les réformes qu'elle aurait dû conduire au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, les défauts du collège unique qu'on évoquait tout à l'heure, ça fait 40 ans qu'on les connaît, et il y a eu plusieurs tentatives à chaque fois de remettre l'ouvrage sur le tapis pour essayer de proposer un changement structurel qui permette à ce collège de faire réussir vraiment tous les élèves et pas d'en sélectionner quelques-uns, etc. Et en fait, à chaque fois que la réforme est ficelée, qu'elle est prête et qu'elle arrive comme ça devant le débat public, vous avez des détracteurs, une espèce de violence des débats. Honnêtement, c'est rare de trouver des pays dans lesquels les débats sont aussi violents qu'en France sur la question éducative. Très idéologisés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, on caricature souvent en disant, vraiment à gros traits, il y a les républicains contre les pédagogistes, etc. Enfin, tout cela n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça que c'est présenté. Et donc, c'est en effet un champ de bataille. Moi, tout à l'heure, je me retrouvais parfaitement dans l'expression d'Olivier Christin. Et du coup, généralement, ce qui se passe, et si vous relisez l'histoire de ce pays, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ministres de l'éducation, qu'ils le choisissent ou pas. Hein. Je repense par exemple à Alain Savary, qui apprend à la télévision un soir par la bouche de François Mitterrand, président de la République à l'école. C'était à l'époque où lui, sa réforme consistait à rapprocher le système d'éducation privée et le système d'éducation public pour en faire un grand service public de l'éducation. Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, après des manifestations monstres, etc., dans la rue, finit par apprendre à la télévision, au journal télévisé, de la bouche du président de la République, que finalement sa réforme est arrêtée. Donc ce genre d'anecdote, en fait, ça s'est passé extrêmement souvent dans notre pays. Ce qui fait qu'il y a plein de réformes qui auraient dû être conduites au bon moment, qui ne l'ont pas été. Mais comme on en a parlé, les gens ont ce sentiment de bougeotte permanente, etc. Mais en fait, non, dans les faits, juste ça s'est pas fait. Et c'est triste, parce que ça aurait dû se faire, parce que c'est ça qui aurait permis au système de s'actualiser. Parce qu'un système scolaire doit s'actualiser. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent mais on devrait conserver les mêmes programmes ad vitam aeternam, etc., etc. Enfin, je veux dire, honnêtement, il y a des choses qu'on apprenait en mathématiques il y a 20 ans qui ne sont plus de la même utilité aujourd'hui. Parce qu'on n'aura pas besoin de connaître ces éléments de connaissance-là. En revanche, on aura besoin d'en savoir beaucoup plus sur l'algorithmique, par exemple, qui n'était pas une discipline en tant que telle, qui était enseignée il y a 50 ans. Oui, le monde change, donc il faut revoir les programmes. Mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir le faire un peu comme vous, c'est-à-dire de façon moins passionnée. Voilà. C'est aussi très passionné ici, hein. Simplement, c'est plus lent, les changements. Voilà. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, moi, j'étais assez sensible à ce que vous disiez, Madame Vallaud-Belkacem. Moi, j'ai été enseignant en formation de la dernière année des IUFM sous Nicolas Sarkozy en 2009. Et puis, en 2010, j'ai été professeur remplaçant et j'avais dans ma classe, alors qu'on ne m'avait pas formé, des élèves qui étaient non-voyants. Voilà, donc ça, c'était mon entrée dans le métier, donc c'était un peu compliqué. Avoir été formé dans une situation de grève terrible où justement cette réforme n'avait pas été pensée et les enseignants étaient
le dernier corps de métier de la fonction publique qui n'allait pas justement apprendre ce métier-là. Donc, en effet, les réformes avortées, il y en a nombreuses, il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions très très rapides. Déjà, j'aimerais réagir à ce que la professeure Hermann disait sur le système politique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en France, et je ne sais pas, en Suisse, je pose la question à Mme Brito-Racinta, les élites politiques qui décident de ces réformes avortées ou qui vont au bout, bien souvent sont dans des filières protégées, que ce soit, non pas bien sûr au primaire ou au collège, mais au lycée, sont dans les meilleurs établissements, puis ensuite font des grandes écoles, en France c'est le cas, et ne connaissent pas la situation de l'université ou des lycées qu'ils vont être amenés à réformer. Est-ce que ce problème de l'oligarchie dans la décision politique, de la mise en œuvre des politiques publiques de l'éducation, n'est pas un problème en termes de décision, de démocratie, pour reprendre ce que vous disiez, Madame la professeure? C'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, moi j'ai été assez sensible à ce qu'a dit le professeur Christin sur les pédagogies qui se sont formées en Suisse, les pédagogues qui sont formés en Suisse issus de la Révolution de 1948. On a des courants extrêmement vifs, des courants de pédagogie de l'émancipation qui sont encore très très vivants et vivaces dans notre pays, en France et en Suisse également. Moi, ce que j'ai pu repérer dans les années 2010, qui sont aujourd'hui à l'œuvre, les pédagogues et les scientifiques qui peuvent avoir l'oreille du pouvoir politique, ce sont des pédagogues qui prônent des enfants entrepreneurs de leur savoir, des pédagogies qui ne sont plus émancipatrices, où la technologie, donc le fait d'avoir des tablettes dans la classe, va servir de seul support, de seul moyen de réflexion à l'émancipation de l'enfant. Par le numérique, mais pas que, vous le savez très bien, Madame la Ministre, par la promotion des neurosciences, par la promotion d'un appareillage technologique qui en fait ne peut pas remplacer la réflexion politique sur ce qu'est l'école. Et je voulais enfin, on a fait parce que c'est trop long, sur ce point, est-ce que l'école est de droite ou de gauche? En effet, je ne crois pas forcément. La politique de cogestion, en tout cas en France, a bloqué de très très nombreuses réformes. Comme vous le savez, la politique de cogestion est tout simplement la cogestion entre le pouvoir politique et des très grandes centrales syndicales qui font qu'il est très très dur d'avancer dans des réformes en France. J'aimerais qu'on en parle. Dernier point, est-ce que l'école est de droite ou de gauche? Non, moi je pense que l'école doit être très ouverte, comme vous le disiez, et doit être toujours du côté du progrès et de l'expérimentation. Ce qui en effet est très difficile quand on a des systèmes énormes comme la France, ou même des systèmes avec 10 000 fonctionnaires, Madame la Ministre, Madame la Conseillère d'État. Je vous remercie, excusez-moi pour ces questions trop longues, trop nombreuses, mais dont les réponses m'intéressent tout de même. Pour commencer par la première, je suis très d'accord avec vous en fait, très 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 d'accord avec vous sur l'idée que, sans forcément tomber dans un discours anti-élite, etc., qui n'est pas ma tasse de thé honnêtement, on peut néanmoins faire le constat que malheureusement les gens qui décident de l'école, ou même qui en débattent, pas seulement qui décident, parce que je tiens vraiment à dire, et c'est ce que j'aurais le plus martelé ici, que comme le disait ma voisine, il y a le pouvoir, somme toute, assez relatif d'un ministre, et puis, s'agissant des questions éducatives, il y a l'immense pouvoir du débat public qui, malheureusement, n'est porté que par quelques-uns. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ces quelques-uns qui ont voix au chapitre, contre tous les autres qui n'ont pas voix au chapitre, sous couvert de défendre l'intérêt général, défendent des intérêts particuliers, bien évidemment. Et ça, j'en ai fait l'expérience absolument chaque jour que Dieu a fait dans mon ministère pendant 3 ans. C'est-à-dire que la moindre tribune vous expliquant « mais si, c'est dans l'intérêt de tous les enfants et en particulier des plus vulnérables que de ne strictement rien changer au système tel qu'il fonctionne aujourd'hui », très vite, comme on dit sur les réseaux sociaux, hashtag traduisons-les. Hashtag traduisons-les, ne changeons rien au système tel qu'il fonctionne aujourd'hui parce qu'il avantage mes enfants à moi. Voilà. Et donc ça, cette réalité-là, elle est crue, elle est dure. Et pour répondre à votre question, oui, malheureusement, ces acteurs, pour l'immense majorité d'entre eux, sont des gens qui ont bénéficié du système scolaire et en ont bénéficié de façon même, en fait...
enfin, je veux dire, quasi disproportionnée, dans le sens où, finalement, ils ont beau transformer leur récit personnel de vie en récit de mérite. On pourrait faire toute une soirée sur la notion de mérite et ce qu'elle vient conforter comme inégalité sociale, mais bon, on n'a pas le temps ici. Ils ont beau présenter cela comme ça, la réalité, c'est que la vie les a bien servis, tant mieux pour eux. Ils ont été ce que j'appelle des vainqueurs du système scolaire. Et de la même façon que l'histoire d'un pays n'est racontée que par les vainqueurs, elle n'est jamais racontée par les vaincus, et ben malheureusement, ces gens-là vous parlent du système scolaire tel qu'ils l'ont vécu eux comme vainqueurs, et ne s'intéressent pas souvent à la façon dont ce même système scolaire a été vécu par les vaincus. Or, il y en a eu des vaincus. Il y a les décrocheurs scolaires qu'évoquait Anne tout à l'heure, mais bien au-delà, il y a tous les gens qui ont été mal orientés, qui ont été malheureux, enfin voilà. Et donc du coup, ça, je trouve que ça devrait plus avoir voix au chapitre, aussi bien dans le débat public que dans les décideurs. Et comme vous le dites, quand on se retrouve essentiellement avec des gens qui sortent de grandes écoles, alors c'est vrai que nous, on a... Pourtant, j'en sors de grandes écoles, mais je suis passée par l'université aussi. Donc, puis moi, j'étais passée par l'éducation prioritaire. Donc, j'avais peut-être une vision un peu différente. Mais quand l'essentiel de ces gens vont sortir des grandes écoles et qu'ils vont ensuite légiférer, par exemple... ce qui s'est passé récemment en France, je suis désolée, je ne suis pas censée faire de politique partisane, mais enfin quand même un petit peu, on ne peut pas s'en empêcher. Ce qui s'est passé récemment en France avec la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, cette réforme qu'on appelle Parcoursup, qui a vocation tout de même à introduire la sélection à l'université, alors que le grand joyau que nous avions dans l'enseignement supérieur, c'était précisément... puisque un système sélectif existait déjà avec les grandes écoles, c'était précisément d'avoir ce joyau qu'est l'université qui n'est pas sélectif et qui du coup répond à des tas de vocations, parce que l'université n'a pas qu'une vocation certifiante, elle a aussi une vocation socialisante, elle a une vocation de culture générale, elle a une vocation de préparation de concours pour des élèves et tout ça. Et donc, simplement se contenter, comme on l'a fait dans les attendus de cette loi, de dire « Oh là là, mais il y a trop d'échecs à l'université, donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas y rentrer, donc on va resserrer la possibilité d'y entrer », c'est juste absurde. Et ben, que les gens qui aient décidé de ce système soient pour l'essentiel des gens qui n'ont même pas mis les pieds à l'université, moi, ça me paraît extrêmement choquant. Donc je partage mais à 100% ce que vous avez dit. Et j'aimerais bien qu'on arrive, c'est un beau sujet à mettre sur la place publique, ça, vraiment. Écrivez une tribune sur le sujet, enfin voilà, essayez de faire un débat sur le sujet. Moi, je vous soutiendrai. J'aimerais bien qu'on arrive à créer une espèce de, je sais pas, conseil économique et social ou je sais pas quoi, des débats éducatifs dans lesquels on mette des gens qui sont passés par la filière professionnelle. Je vous en supplie, mettez-moi des lycéens professionnels. Je vais vous raconter une chose, je suis désolée Anne, je prends sur votre temps, mais je vais vous raconter une chose parce que pour moi, c'est tellement symptomatique. On est dans un pays, la France, dans lequel il est de bon ton régulièrement de s'inviter à la radio, et puis parlant d'éducation, quand on a 2 minutes à la toute fin du propos, on rajoute et puis il faut revaloriser l'enseignement professionnel dans ce pays. Parce que quand même, ça a autant de valeur que l'enseignement général, etc. Nanana. Ok, donc on pourrait croire, enfin je veux dire, il y a des gens qui croient vraiment à ce propos, je tiens à dire que j'y crois vraiment. Je veux dire, on pourrait croire que tous les gens qui tiennent ce propos y croient. Et on finirait même par croire que vraiment, pour l'opinion publique française dans son ensemble, et encore une fois ceux qui font le débat public éducatif, eh bien, on accorde la même importance à l'enseignement professionnel et à l'enseignement général. Quelle ne fut donc ma surprise lorsque je suis arrivée ministre de l'Éducation nationale en 2014 et que j'ai découvert quelque chose qu'il ne m'avait absolument pas été donné de comprendre avant, parce que bien entendu, personne n'avait jugé utile d'écrire un papier dans la presse sur ce sujet. J'ai découvert que sous le quinquennat précédent, je me retourne vers Olivier, peut-être que lui le savait, mais sous le quinquennat précédent, qui était d'une autre couleur politique, avait été menée une réforme du lycée professionnel, qui à l'époque était un lycée qui se faisait en 4 ans, et donc cette réforme avait consisté à le faire passer à 3 ans. Eh bien, j'ai découvert qu'au moment où on a mené cette réforme, on avait laissé les mêmes programmes scolaires. Donc, vous me suivez bien, on attendait des professeurs et des élèves qu'ils absorbent des programmes scolaires qui avaient été pensés pour 4 ans en 3 ans. Et ça n'avait, à ma connaissance, et pourtant j'étais déjà en politique, donc j'étais quand même relativement éclairée, je l'aurais vu passer si ça avait fait
un vrai scandale comme ça aurait dû le faire, ça n'avait fait couler quasiment aucune ligne, aucune encre dans la presse. Comparaison, quand dans l'enseignement général, et en particulier dans les filières, vous voyez genre la première ou la terminale scientifique, vous changez une virgule d'un programme de mathématiques ou d'histoire, là, mon Dieu, mais vous voyez, ça se transforme en champ de bataille, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est Capharnaüm, vous assassinez la civilisation, etc., etc. Et bien ça, moi, ça, je déteste. C'est ce qui m'a le plus insupporté, cette espèce d'hypocrisie derrière les beaux mots qu'on prononce à la radio. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que si vous proposiez qu'on crée une espèce de cercle de gens qui viennent de différents parcours scolaires et qui seraient amenés à s'exprimer sur ces politiques, je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Moi, je vais être moins longue quand même là sur ce sujet. Surtout que je l'ai déjà un tout petit peu abordé. Il y a quand même des nuances entre la France et la Suisse à ce niveau-là. Alors, c'est clair que les gens qui sont au pouvoir politique sont plus souvent des universitaires que des personnes qui ont passé par une formation professionnelle de type CFC, soyons clairs. Bon, j'ai la modestie de rappeler quand même que j'ai fait 35 ans d'enseignement, donc je connais un tout petit peu le système. Et en ayant travaillé dans une école professionnelle, notamment puis c'était l'école de commerce, avant que ça soit d'ailleurs aussi un lycée de type gymnase qui mène à l'université, forcément. Ce que j'aimerais dire quand même, la particularité en Suisse, c'est que la réforme que vous avez citée, on fait 3, enfin, etc., quelqu'un pourrait la proposer. Il y en a un d'ailleurs qui vient de proposer qu'on forme les enseignants primaires en 3 ans au lieu de 4. Hein. Bon, voilà, c'est le même genre d'idée. Mais vous avez, si on parle du contenu des programmes, le programme, il n'est pas fait par une personne. Les programmes en Suisse, d'abord, ils sont discutés souvent de manière intercantonale. Ils sont faits en partie par des enseignants. On est en train de rédiger des manuels scolaires. Alors, il y a des commissions qui rédigent ça, il y a des enseignants qui participent, c'est relu. Je me rappelle du dernier manuel d'histoire qu'on a introduit, sauf erreur, celui du cycle, qui est en voie d'introduction maintenant. Il a fini chez les politiques après. Et puis, c'est vrai que j'ai fait des remarques à mes collègues de Suisse romande. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'histoire nationale et pas assez de faits religieux. Alors le fait religieux, ça s'expliquait parce que les autres cantons ont des cours spécifiques, donc on a fait notre propre matériel, en fait, c'est construit par des enseignants aussi. Puis l'histoire nationale, parce que je trouvais toujours important qu'on relie la Suisse ou Genève à la réalité autre, etc. Bon, on a fait quelques remarques, mais ce sont des enseignants qui ont fait le programme. Quand on parle de la formation professionnelle, c'est tripartite, c'est-à-dire que vous avez les milieux professionnels, aussi bien employeurs-employés, et les collectivités publiques. Donc il y a des ordonnances qui sont faites en lien entre les milieux professionnels et les collectivités publiques qui déterminent la formation professionnelle. Donc on a quand même un système qui fait que, de nouveau, vous ne pouvez pas avoir un seul homme ou une seule femme qui va arriver et absolument tout bouleverser. Et puis on a encore, pour le meilleur et pour le pire, le droit de référendum et d'initiative qui fait aussi... je dis pour le meilleur ou pour le pire, parce que vous avez aussi des choses pas toujours... forcément qu'on souhaiterait voir, qui sont proposées, ou des choses importantes qui peuvent être refusées. Mais enfin, on a tous ces contre-feux, tous ces contre-pouvoirs, qui fait qu'on n'est pas tout à fait quand même dans le système français, dans sa conception politique et dans le pouvoir que peut-être certains pourraient avoir. Juste sur ce... Pardon, désolé, mais juste sur ce point. En fait, en France aussi, les programmes ne sont pas changés par la main du ministre lui-même, qui serait quand même très tremblante dans ces cas-là. En fait, nous aussi, on a des commissions qui ont porté divers noms à travers le temps et qui ont été plus ou moins totalement indépendantes ou pas à travers le temps, mais enfin des commissions composées notamment, en effet, d'enseignants. Mais ce qui est très amusant en France, néanmoins, c'est que vous avez beau expliquer ça, l'opinion publique et encore une fois ceux qui font le débat public sont absolument persuadés que c'est quand même le ministre qui écrit les programmes. Donc on a beau l'expliquer, on l'a même inscrit dans la loi de refondation de l'école, la création du Conseil supérieur des programmes, voilà, et y compris son indépendance, sa composition est connue, etc. Et il y a évidemment beaucoup d'enseignants et de chercheurs. Néanmoins, l'opinion publique est persuadée que c'est vous. Donc, de toute façon, vous êtes responsable. Ah oui. Oui, alors c'est vrai, de toute façon, ça remonte toujours la responsabilité à la tête d'un département. Mais, comment dirais-je, on a... Le système suisse, dans son essence, c'est la concertation. Donc, vous ne pouvez pas imposer... Vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. Donc, vous êtes obligé de consulter... voire même de vous concerter, c'est selon, mais donc vous pouvez pas... Et il y a tellement d'endroits, c'est pour ça que c'est tellement lent, souvent, et que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a ces allers et retours. Y compris concertation et consultation, parfois des parents. Si
Si on est trop longue, vous pouvez partir. On va continuer. Bonjour, je suis Jérémy Argériades et je viens de banlieue parisienne. J'ai fait un doctorat, donc je suis l'anomalie dont parle Bourdieu. Bourdieu en fait partie, Najat Vallaud-Belkacem en fait partie, j'en fais partie. Et c'est pas par hasard qu'on critique du coup cette méritocratie faussée. Dans Les Héritiers, Bourdieu parle de la reproduction sociale. D'après moi, une des raisons, un des exemples de la reproduction sociale, c'est les exercices à la maison. Souvent, on fait la base du cours en classe, les exercices plus compliqués à la maison. Les enfants qui n'ont pas de parents riches pour leur payer un répétiteur ou des parents qui n'ont pas fait d'études pour les aider, c'est eux souvent qui sont en échec scolaire. C'est pour ça que je propose la classe inversée, une utilisation du numérique par rapport à l'éducation des enfants. À la maison, ils regardent les bases en vidéo et les exercices difficiles, on les fait ensemble en classe. Ça, c'est un exemple. Et souvent, on parle d'arrêter les exercices. Transformons les devoirs que les élèves doivent faire à la maison pour les rendre plus intelligents. Là où je voulais également intervenir, c'est par rapport au populisme. On en a très peu parlé finalement. En tant qu'enseignant de maths et de physique, j'ai souvent des élèves qui me parlent de la Terre plate, des phrases du type « je ne crois pas en l'évolution » de Darwin. Moi, je leur dis « mais qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'un savoir déjà? Ne me croyez pas. Sachez, vérifiez. Vérifiez si j'ai raison ou si j'ai tort. » Et je leur donne les moyens d'aller vérifier si j'ai raison ou si j'ai tort. Et ça, je pense, c'est ce qu'on peut apporter avec le numérique et avec des pédagogies nouvelles. Parce que sûrement que vous tous, et moi y compris, ainsi que ceux qui sont à la tribune, on a eu des enseignants qui nous ont dit « voilà la vérité ». Aujourd'hui, les adultes qui croient en théorie du complot ou d'autres théories, croient en la vérité qu'ils voient sur Internet, qui a priori pas moins ou plus de valeur que ce que leur enseignant leur disait. Tandis que si on donne l'esprit critique, l'art du doute aux élèves, ne me croyez pas. Je leur dis tout le temps ça à mes élèves, allez vérifier. Là, quand ils verront une théorie sur Facebook ou Internet, ils iront vérifier. Et ils sauront ce qu'est la vérité. Ils s'approcheront en tout cas plus de la vérité. Il y a Alexandre Dumas fils qui disait « Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des adultes sont bêtes ?» Cela doit tenir de l'éducation. Moi, je suis d'accord avec lui. Et pour terminer, je suis également formateur de terrain pour les jeunes enseignants, les enseignants en devenir. Et je leur donne un cours sur les médias et les technologies de l'information. Ils sont très réticents à entrer dans le débat. Ils me disent « Non, moi, je ne vais pas parler de l'homéopathie ou je ne vais pas parler de la Terre plate parce que je ne me sentirai pas à l'aise. » Ça montre tout simplement que c'est difficile. Et pour terminer avec une petite polémique, actuellement, à Genève, on a donc, je le pense, une bonne formation des enseignants. Le nombre de futurs enseignants a augmenté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit le nombre d'heures où j'irai voir pour les former, les futurs enseignants. On veut diminuer de 25% le nombre d'heures sur le terrain des formateurs. Du coup, on pourra moins faire de formation et faire que de l'évaluation, ce qui a un contresens de ce qui avait été proposé. Voilà, je vous remercie. À l'exception de la dernière phrase, je dois rencontrer les formateurs de terrain dans 2-3 jours. J'aimerais juste dire que j'ai eu l'occasion de voir ce qu'ils faisaient en classe. C'est absolument génial. Et ça montre bien qu'on peut, avec le numérique, progresser. Et j'ai enfin compris quelque chose à la physique. Je propose que vous posiez toutes les questions qui vous restent. Et elles doivent être nombreuses, mais autour d'un verre. C'est pas plus mal. Merci beaucoup. Bonne soirée.